Je vais directement vous parler du groupe PAC Technologies. Donc, je vous disais qu'on appartenait à un groupe qui s'appelle Technologies. On est une centaine de personnes. On est installé en France, en Angleterre, en Allemagne et en Roumanie, ce qui vous permet effectivement de suivre des comptes complètement européens. Pour vous présenter rapidement nos produits, on a schématisé le développement des éditeurs, le développement de votre entreprise en 7 leviers qu'on a fait en 3 grandes parties. La première, c'est l'analyse stratégique, où là, effectivement, on accompagne nos clients éditeurs et ESN dans tout le développement des marchés, dans la valeur ajoutée, dans l'efficacité commerciale. Voilà. Ce sont des missions qu'on mène avec nos clients en France, je vous disais, et en Europe. La deuxième partie, c'est tout ce qu'on appelait la visibilité, le contenu. On sait que vous avez toujours besoin de vous faire connaître auprès de votre écosystème, auprès de vos clients, auprès de vos partenaires, auprès de vos prospects. Donc là, effectivement, on accompagne nos clients éditeurs et ESN dans toute cette partie de contenu, de référencement, beaucoup d'événements, des webinaires comme aujourd'hui, des prises de parole, des speakers engagement. Et la dernière partie, c'est la définition du plan stratégique, où là, on va vraiment vous aider à mettre en œuvre votre plan. Par exemple, qualifier des cibles, identifier des partenaires, identifier, évaluer votre écosystème. Et on fait également, la dernière partie, la 7, on accompagne des éditeurs dans leur transformation et entre autres dans leur développement et dans leur croissance externe, voilà, en travaillant avec des fonds, en travaillant avec d'autres éditeurs. Toute cette base de recherche, tous ces produits, tous ces accompagnements qu'on vous fait sont toujours basés sur un programme de recherche SITSI, je vous en dirai quelques mots après, qui est notre base de recherche. SITSI, c'est une base mondiale, on couvre 30 pays. Donc, ce qui est alimenté, ce sont beaucoup d'études, beaucoup d'analyses qui sont alimentées par les consultants, je disais la centaine de personnes chez nous, dans 5 pays. Donc, on alimente cette base sur beaucoup de données qui nous permettent ensuite de gérer à bien ces missions. Vous le voyez tout en bas, on travaille déjà avec pas mal d'ESN. Là, il y a quelques grands groupes éditeurs, quelques grands groupes qui sont cités, entre autres avec Inetom, avec Sopra, avec Orange, etc. Là, je voudrais faire un petit focus très rapide sur un nouveau produit. Vous en avez la primeur aujourd'hui qui s'appelle PAC 360. Et PAC 360 est extrait des recherches SITSI. Je peux dire que c'est sur étagère, c'est un produit qui va être présenté sous forme d'un PowerPoint de 40 à 50 pages et qui va vous permettre de schématiser et d'avoir une vue d'ensemble de votre marché. On l'a divisé en 10 horizontaux et 9 verticaux qui peuvent être croisés afin que vous ayez les tendances vraiment de votre marché, des classements, des exemples de deals récents. En plus de ce produit qui est complètement sur étagère, on propose à nos clients des ateliers, voilà, pour vous accompagner, pour bien connaître effectivement et bien assimiler et bien vous expliquer ces produits, ce qui se passe sur vos marchés, et également vous faire des recommandations. Vous voyez en bas à droite, vous avez le QR code si vous voulez ensuite télécharger cette brochure. Voilà, PAC 360, un nouveau produit qui est sorti cette semaine ou la semaine dernière, bon, très récemment. Voilà. Là aussi, un petit focus rapide sur Numéum. On est très fiers d'avoir ce nouveau partenariat qui date de cet été avec Numéum. Vous connaissez Numéum, c'est la fusion du Syntec numérique et de Tech in France, voilà, qui nous a confié la rédaction d'un observatoire de conjoncture semestriel. Voilà. Vous savez que Numéum, c'est 2300 entreprises adhérentes, des éditeurs et des CSN, et également très intéressant, 50% région. Donc, ces notes de conjoncture, vous les aurez régulièrement. Et là, on fait appel à des bonnes volontés. On va constituer un panel d'éditeurs. Vous allez recevoir un mail bientôt, mais si vous voulez faire partie de ce panel d'éditeurs, n'hésitez pas à revenir vers nous. Et on a mis là à droite une petite infographie sur la première infographie qu'on a fait l'été dernier. Voilà. Donc, un très beau partenariat avec Numéum. Là, quelques-unes de nos références. Si je prends la colonne du milieu avec les éditeurs, donc vous voyez qu'on travaille avec des éditeurs, des gros éditeurs, français et américains, comme Oracle ou SAP, Inetom français, mais également avec des plus modestes, voilà, qui sont plus modestes en taille, mais qui sont vraiment des bonnes pépites, des belles pépites françaises. Je pense à Esker, EasyVista ou Nine Altitude. Voilà, des gens vraiment de toute taille. Et vous voyez également aussi quelques exemples de fonds d'investissement et de sociétés finales avec qui on peut travailler. Voilà, j'en ai fini avec ma partie. Je vais laisser la main à Eric, voilà, qui va rentrer dans le vif du sujet avec des chiffres marchés. Merci Eric.
Bonjour à tous, merci d'être présents ce matin. Alors, l'objectif de ma présentation aujourd'hui, c'est de vous donner un peu de hauteur sur le marché des logiciels. On sait bien que vous avez tous la tête dans le guidon et vous êtes très focus business, donc c'est vraiment prendre un peu de hauteur et je vais vous présenter trois grandes choses. Tout d'abord, un peu un compte-rendu rapide du Truffle 100. Le Truffle 100, c'est ce sondage auquel vous avez participé au mois de mai dernier. Regroupe les 100, en fait, c'est un sondage qu'on fait auprès de 150 plus gros éditeurs de logiciels français et on en fait un classement, le top 100. Et c'est un classement basé en termes de chiffre d'affaires d'édition logicielle, mais il y avait aussi de nombreuses questions sur les tendances de marché, sur l'emploi, le PGE, etc., qu'on va aborder. Ensuite, je vais vous mettre ces résultats de l'analyse du Truffle en contexte dans nos chiffres de marché et prévisions pour les prochaines années. Et enfin, je finirai par quelques grandes tendances, risques et recommandations pour un éditeur de logiciels sur le marché aujourd'hui. Évidemment, toutes ces recommandations resteront assez générales. Je ne m'adresserai ni à une taille d'éditeur, ni à un secteur en particulier. Donc, commençons pour le chiffre marché. Alors, le Truffle 100, c'est les 100 plus grands éditeurs de logiciels en France. Ce qui est extraordinaire, vous voyez ici sur le graphique le chiffre d'affaires combiné de ce top 100 en France depuis près de 20 ans. Ce qu'on s'aperçoit, c'est que c'est une croissance continue. Et malgré la crise sanitaire et économique inédite qu'on a vécue en 2020, je vous rappelle que le PIB français a reculé de près de 8%, vers le marché édition, le marché du logiciel en France, du top 100 a cru de plus de 6% en 2020. Donc, clairement, on a un marché qui est resté dynamique malgré la crise sanitaire, mais tout le monde n'est pas logé à la même enseigne. Ce qu'il faut bien comprendre sur ce marché, 33% des sociétés du top 100 ont vu leur chiffre d'affaires quand même reculer en 2020. Vous donner un ordre d'idée, c'est quand même en 2008, lors de la dernière grande crise, 30% de notre panel avait vu son chiffre d'affaires reculer. Donc, certes, on a un marché en croissance, un marché dynamique, mais tout le monde n'a pas été logé à la même enseigne. Et la seconde chose, c'est aussi, d'un point de vue activité, il est primordial pour aujourd'hui faire de la croissance, d'être présent sur les segments porteurs, j'en parlerai plus tard en détail, mais notamment toutes les solutions SaaS, parce qu'il y a certains segments du legacy, des applications historiques qui est en déclin, tandis que les applications SaaS connaissent des croissances à 2 chiffres. Donc, une vraie croissance du marché global, mais avec vraiment des dichotomies entre différents segments. Évidemment, sur un marché qui croît globalement, ce qui est intéressant de voir, c'est de regarder plus en détail au sein de ce Truffle 100, quelle est la performance. On a pris le 50e éditeur et le chiffre d'affaires du 100e éditeur à travers du temps. Et ici, deux conclusions. La première, que ce soit le 50e ou le 100e de nos éditeurs, ils ont vu leur chiffre d'affaires multiplié par 10 sur les 15 dernières années. Donc, on a eu des croissances à peu près équivalentes en milieu qu'en bas de panier, mais avec des dynamiques tout à fait différentes. Tout ce qui est petits éditeurs, c'est une vraie croissance organique, développement d'une solution qui fonctionne et forte hyper-croissance de 1 à plus de 10 millions de chiffres d'affaires. Et on continue à avoir un écosystème extrêmement riche de sociétés avec des chiffres d'affaires compris entre 1 et 10 millions de chiffres d'affaires qui, on l'espère, pourront intégrer donc notre Truffle 100 l'an prochain. Mais quant aux plus gros éditeurs, donc ceux qui pèsent un peu plus de 30 millions d'euros de chiffre d'affaires, autour de la 50e place, c'est évidemment à cette taille-là, c'est beaucoup plus difficile de faire de la croissance organique. Et dans ce cas-là, il y a eu une grande partie de la croissance a été faite via des fusions-acquisitions. On a un marché qui est extrêmement actif d'un point de vue financier et M&A. Et voilà ce qu'on peut voir typiquement sur le graphique ici. Je vous ai montré le nombre de sociétés de notre Truffle 100 qui sont cotées en bourse. Et depuis 2008, ça peut paraître contre-intuitif, mais le nombre de sociétés cotées en bourse diminue constamment. On est passé à 33 sociétés en 2008 à moins de 25 aujourd'hui, c'est-à-dire près du tiers des sociétés se sont retirées de la cote ces 10 dernières années. Encore l'an dernier, alors qu'on est en pleine crise économique, on a eu beaucoup d'activités en termes de fusion, d'acquisition, de financement. Anevia a été racheté par Athènes, Talentsoft par Cegid un peu plus tôt cette année. 2 nouvelles sociétés ont été retirées de la cote au sein de capitaux privés
et on a une vraie dynamique de fonds privés qui s'intéressent aux éditeurs de logiciels. Du private equity, des venture capital, des angel investors, on est souvent sollicité, que ce soit pour de la recherche de cibles, de la recherche pour des fusions-acquisitions, des recommandations stratégiques. C'est vraiment un secteur extrêmement dynamique où, avec les évolutions très rapides, on le verra, des besoins d'humains importants et des besoins de compétences pointues. On a besoin souvent d'aller faire ces acquisitions pour compléter soit des briques technologiques, soit trouver des compétences particulières. Et donc, c'est un secteur extrêmement riche en activités financières. Évidemment, cette croissance dynamique se reflète aussi en termes d'emploi. Le marché du Truffle 100 a vu le nombre d'emplois croître de près de 9% par an chaque année depuis 15 ans. Donc, c'est vraiment un secteur dynamique, non seulement en termes de chiffre d'affaires, mais d'emploi. Et ce qui est très intéressant, c'est de regarder la qualification de ces emplois. On s'aperçoit qu'on a une qualification qui devient de plus en plus pointue. Aujourd'hui, il y a plus de 2000 PhD dans les 100 premières boîtes qui font partie du Truffle 100. Mais ces PhD ne sont pas seulement dans les très grands éditeurs de logiciels, mais on en trouve 4 par ETI en moyenne et même 2 PhD par petites entreprises. C'est donc dire que pour réussir, on a besoin de compétences pointues et on a vraiment une montée en gamme de ces compétences. On le verra dans les recommandations aujourd'hui, les talents, ces compétences sont vraiment l'élément clé de la réussite de demain. Alors, ça, c'était un point sur le passé. Maintenant, projetons-nous vers l'avenir et c'est ici, je pense, l'élément le plus positif. Le sondage du Truffle 100 a été fait entre le mois d'avril et mai dernier, c'est-à-dire avant les résultats du premier semestre, encore en début d'année, quand la visibilité sur la reprise économique et sur la fin de la pandémie était assez faible. Et malgré ce manque de visibilité, 98% de nos sociétés du Truffle 100 tablaient sur une croissance en 2021. Et puis, près de 40% d'entre elles sur une croissance de plus de 10%. C'est donc vous dire que malgré la crise, on a un secteur qui est résolument optimiste sur l'avenir. Et ça, c'est vrai que ce soit pour les très grandes entreprises et les petites. Évidemment, on est optimiste, un secteur optimiste sur l'avenir. Ça n'empêche qu'en 2020, il y a près de 30% des sociétés qui ont eu recours à un PGE, 60% à une aide gouvernementale, un chômage partiel, une réduction d'impôts. Donc, on a vraiment eu un gouvernement qui a fait son travail. Ça a été plébiscité, en général, les actions ont été plébiscitées par les entreprises et ça vraiment leur a permis de bien survivre la crise, d'afficher un optimisme, la croissance pour 2021 et ça se reflète en termes d'emploi où près de 3/4 de notre panel table sur des embauches cette année et ce, malgré le manque de visibilité qu'on pouvait avoir sur le marché final. Évidemment, cette forte croissance vient du marché domestique, mais ce qui est important de voir, c'est qu'une fois qu'on a atteint une taille critique, donc globalement intégrer ce Truffle 100 et cette part de 10 millions de chiffre d'affaires, le véritable levier de croissance par la suite, c'est amortir ses coûts de développement sur des marchés étrangers. Et ça, on le voit clairement, on a une vraie accélération du développement à l'international. 2/3 de notre panel table sur une croissance et d'augmenter ces investissements à l'international. Et on a vu, en période de crise, ça n'a absolument pas freiné, au contraire, c'est un frein. C'est un accélérateur. Quand on a un marché ou un pays qui connaît des difficultés, le vrai levier de croissance va aller vers des ouvertures de filiales à l'étranger. Et ce qu'on perçoit, et en termes de nombre de filiales, et en termes d'embauche à l'étranger. Donc, voilà un peu le résumé de notre étude du Truffle 100. Donc, c'est le sondage que vous avez tous gentiment rempli. Mais maintenant, ce qui est intéressant et un peu l'objectif, c'est de ce webinaire aujourd'hui, c'est de mettre en contexte toutes ces réponses parmi nous, ce qu'on voit et les centaines d'entretiens qu'on peut faire par an avec les différents éditeurs sur les tendances de marché. Alors, je vais vous présenter ici ce fameux marché SITS dont Olivier vous parlait. SITS, c'est Software and IT Services, cet acronyme. Et c'est un marché, souvent, si vous lisez les échos, ben voilà, on parle d'un marché de 50 milliards d'euros en France. On table sur une croissance de plus de 6% pour ce marché sur les prochaines années. C'est donc dire clairement plus rapide que le PIB. C'est un segment en forte croissance. Mais ce marché du SITS, on le segmente en 3 parties avec des dynamiques très différentes. La partie qui vous concerne aujourd'hui,
c'est la partie software, donc la partie logiciel à gauche. C'est à peu près le tiers du marché, 16 milliards d'euros, et parmi les plus dynamiques. Il devrait afficher 6% de croissance en moyenne sur les 4 prochaines années, très proche de la performance de 2020. Le segment le plus dynamique, c'est ce qu'on appelle les plateformes cloud. On les a, pour la première année, cette fois, on les a isolés dans un segment distinct. Ces plateformes cloud, c'est les Amazon Web Services, c'est Microsoft Azure et c'est Google Cloud. En fait, ce sont des plateformes purement infrastructure et donc un marché souvent pas adressable par les grandes ESN ou les éditeurs de logiciels. Et donc, on l'a aujourd'hui isolé. Et le troisième marché sur lequel on est présent, c'est les marchés des services informatiques, qui lui est le moins dynamique. On a à peine, ça reste quand même mieux que le PIB, mais c'est 4% de croissance sur les prochaines années. Donc, un petit focus sur la partie logicielle, évidemment, qui vous intéresse. Donc, un marché dynamique, mais avec des vraies dichotomies par segment. On a une stabilité sur tous les logiciels d'infrastructure. L'idée ici est assez simple, c'est que les entreprises ont un parc d'infrastructures historiques, legacy, que certes, il y a un mouvement vers le cloud, vers les plateformes cloud qui est engagé et qui est très puissant, mais cette base installée d'infrastructures va décliner que très lentement. Les sociétés ont beaucoup d'amortissements à faire et donc c'est une migration qui va se faire de façon progressive. Au final, donc, ces logiciels d'infrastructure et la maintenance d'infrastructure restent un marché stable. À l'inverse, quand on se focus sur tous les logiciels d'application et de services, c'est là où il y a une vraie dichotomie. Les logiciels d'application legacy sont en baisse désormais. Cela fait maintenant 2 ans qu'on a des logiciels d'application legacy en baisse. Et on table sur une continuation de cette érosion du marché à moins 3,7% les 3 prochaines années. À l'inverse, c'est largement plus que compensé par la montée en puissance des offres SaaS, où là, on a plus de 10% de croissance et c'est absolument primordial donc d'être présent sur ce segment. À titre d'exemple, aujourd'hui, 87 des top 100 du Truffle 100 ont une offre SaaS. Ce 87 se compare à 83 l'an dernier. Donc, on voit aujourd'hui la quasi-totalité des entreprises ont une offre SaaS et c'est absolument nécessaire de l'être parce que c'est le vrai moteur de marché de demain. Voilà un peu pour le contexte du marché. Maintenant, on va faire un focus donc sur un peu les grands drivers qualitatifs, les problématiques et les recommandations qu'on peut avoir générales. Donc, les principaux drivers, qu'est-ce qui tire et qui amène cette croissance plutôt dynamique sur le marché du logiciel, sans rentrer dans les détails des marchés verticaux, la taille des éditeurs, c'est donc des recommandations assez globales mais qui s'adressent à tout le monde. Je les identifie ici. À la première, on en a parlé, c'est tout ce qui est software as a service. Évidemment, presque tous les pans d'activité sont concernés par les nouvelles offres de SaaS. Ça peut être la gestion RH, la finance, le CRM. On connaît tous des grands noms de pure players sur le secteur, mais c'est vraiment le principal moteur du marché aujourd'hui. Le second, et ça c'est vraiment récent et suite à la crise Covid, c'est le développement ou une accélération du marché de tous les logiciels liés à ce qu'on appelle le digital workplace, c'est-à-dire les logiciels d'accès à distance, de cybersécurité, les logiciels de partage, de collaboration. Et ça, évidemment, on peut tous bien comprendre qu'avec la démocratisation du télétravail, beaucoup d'entreprises ont eu à mettre à jour et à moderniser leur workplace et donc un vrai dynamisme récent. Certes, depuis 18 mois, ce marché est très dynamique, mais toutes les entreprises n'ont pas des solutions aujourd'hui parfaites et n'ont pas terminé leur migration. Donc, c'est un marché qu'on pense qui va rester dynamique encore pendant au moins 18 mois. Troisième point, et c'est un peu à mettre en parallèle avec le SaaS, avec le développement du cloud, il y a de plus en plus de masse d'informations, de données. Et aujourd'hui, l'un des grands thèmes récurrents, c'est comment être capable de monétiser ces données, que ce soit d'un point de vue business ou même les utiliser pour mieux optimiser ses process internes. Et donc, tous les logiciels autour de l'analyse et du traitement du data, du big data, sont extrêmement en vogue. Et c'est porté par vraiment les entreprises de toute taille. Même des petites PME aujourd'hui vont avoir des quantités importantes de data, justement avec la multiplication du cloud, avec le début, le développement de l'IoT, donc l'Internet des objets. On a cette explosion des volumes de data et donc des besoins de traitement.
Quatrième driver, c'est tout ce qui est logiciel d'automatisation. Ici, c'est vraiment le besoin des entreprises de réduire leurs coûts. Ça a été accentué évidemment par l'année dernière. Une réduction des coûts veut dire minimiser les process en termes de temps, en termes de main-d'œuvre. Et donc, tous les logiciels qui tournent autour de l'automatisation, de la robotisation, ce qu'on appelle le BPO, le Business Process Outsourcing, où là, on confie à un éditeur de logiciels tout le métier de la gestion, pas juste le logiciel, mais de la gestion à l'application. C'est vraiment des segments qui sont très en vogue et qui ont des croissances plus fortes que la moyenne du marché. Enfin, le dernier point, c'est l'expérience client. Et là, c'est lié au développement des usages. On est tous de plus en plus mobiles, on utilise de plus en plus d'applications sur notre mobile, je pense particulièrement à nos applications bancaires, par exemple. Ça demande la modernisation des applications user experience et puis des investissements, des personnalisations en chatbot, en intelligence artificielle, par exemple. Et donc, c'est vraiment un segment au développement. Donc, voilà pour les principales tendances. Évidemment, elles vont varier en fonction des secteurs, mais ça vous donne un point de vue global sur ce qui tire le marché. Maintenant, quels sont les défis? On a beau avoir un marché en forte croissance, il y a vraiment des points sur lesquels il faut faire très attention et sur lesquels on insiste quand on fait du conseil. Je l'ai listé ici. La première, c'est que, je vous le disais, tous les secteurs ne sont pas logés à la même enseigne face à la crise du Covid. Si dans l'ensemble, beaucoup s'en sont bien tirés, il y a quand même un tiers des entreprises qui ont vu leur chiffre d'affaires baisser l'an dernier. Et puis, il y a encore des secteurs comme l'industrie automobile, l'industrie aéronautique, le tourisme, vous vous en rendez bien compte, où il y a des grands problèmes, où les investissements des entreprises sont faibles et donc les éditeurs de logiciels continuent à connaître des difficultés. C'est donc dire se concentre sur la réduction de coûts et pas sur la croissance. Le deuxième point, je pense, c'est le plus important. Je vais parler du SaaS, comment c'est important d'avoir des solutions SaaS et être capable de migrer. Le point clé ici, c'est qu'il faut faire très attention à sa cannibalisation du chiffre d'affaires. Évidemment, la migration vers le SaaS peut être très bien vue par un éditeur de logiciels, une récurrence en termes de chiffre d'affaires, mais il est très important, d'accompagner son client dans cette migration, mais deux, de bien calculer son pricing pour ne pas avoir de trop forte cannibalisation. Et ça, c'est un point clé. Troisième, c'est évidemment les logiciels open source. On se rend bien compte sur certains segments qu'aujourd'hui, les logiciels propriétaires sont vraiment banalisés par l'utilisation d'offres open source qui sont gratuites avec des fonctionnalités revues extrêmement régulièrement. Et donc, il y a vraiment des segments de marché, je pense aux bases de données, au middleware, où aujourd'hui, les logiciels propriétaires ont vraiment un marché de niche et ont été complètement dominés par certains logiciels open source. Donc, sur certains segments de marché, c'est très important d'avoir ça en tête. Et si on est sur ces segments, d'intégrer au moins du open source pour pouvoir faire participer tout l'écosystème et pas de se retrouver seul dans sa niche. Enfin, complexité croissante. Ici, c'est quand on parle du cloud, personne ne fait que du cloud privé, du cloud hybride ou ce qu'on appelle du on-premise, garde ses applications chez lui. Tout le monde fait une migration progressive avec ce qu'on appelle des clouds hybrides. Évidemment, ça ajoute des couches de complexité d'un point de vue de management, d'un point de vue décisionnel, d'un point de vue d'intégration. Cette complexité, il faut la gérer et c'est très important. Et enfin, dernier point, c'est la protection et la souveraineté des données. Là, c'est un thème croissant, vous en avez certainement entendu parler, mais avec l'utilisation du cloud, qu'est-ce qu'on fait avec ces données? Aux États-Unis, une loi est passée qui s'appelle le Cloud Act, qui permet aux législateurs américains d'accéder aux données en Europe si elles sont basées sur des serveurs de sociétés américaines. C'est donc dire qu'un cloud français sur des serveurs Microsoft pourrait être sujette à être atteinte par la législation américaine. Depuis ce Cloud Act, il y a donc eu une énorme évolution en termes de ce qu'on appelle du cloud souverain. Capgemini et Orange ont créé un cloud souverain qui s'appelle Bleu. Une circulaire récente du ministère français dit qu'il ne faut pas utiliser Office 365 chez les ministères. Vrai sujet autour de la protection et de la souveraineté des données. Donc, très important. Un des drivers était tout ce traitement et cette utilisation, monétisation du data. À l'inverse, il faut faire attention comment on a fait, comment on les protège et à qui on les partage.
Maintenant, pour les recommandations, je vais vous faire deux volets de recommandations. Le premier, c'est sur le SaaS, comme c'est le sujet clé. Quand on migre le client sur le SaaS, les 4 points auxquels il faut vraiment faire attention, c'est le premier, c'est offrir un choix à son client. Il ne faut pas le forcer, le brusquer, que ce soit de rester dans une application legacy ou migrer vers le cloud. Je pense que le plus important, c'est de pouvoir maintenir un choix auprès de son client et de lui offrir un vrai roadmap et une route de migration claire en l'accompagnant. Le deuxième, je l'ai abordé rapidement, c'est le pricing. Cette migration peut vraiment entraîner une cannibalisation de son revenu, certes plus de récurrence, mais de cannibalisation. Donc, important de bien mesurer l'impact que ça va avoir en termes d'utilisation et en termes de rapidité de migration. Le troisième point, c'est vraiment renforcer l'écosystème de fournisseurs. En allant sur le cloud, on peut bénéficier d'un vrai fait avantageux, c'est-à-dire d'intégrer un écosystème via des plateformes, via des API, pour pouvoir bénéficier des technologies de chacun et du meilleur du cloud et des outils, que ça peut être en automatisation, en intelligence artificielle, aussi fournis par ces fameux cloud providers tels Amazon et Google. Pour pouvoir le bénéficier, il faut être ouvert, il faut renforcer cet écosystème et vraiment, c'est encore plus important dans ce monde cloud que ça l'était dans le monde on-premise. Et finalement, oui, utiliser ces nouveaux outils fournis par AWS et Azure, intelligence artificielle, big data, ils l'ont, ils le fournissent, il faut le bénéficier et l'intégrer dans vos éditions logicielles. Enfin, pour la dernière recommandation, et je pense que c'est vraiment la plus importante, absolument rien de technique, mais on va finir par les employés. Les employés sont clairement au centre de votre force. La guerre des talents est déclarée. Dans presque toutes les discussions que l'on a, que ce soit avec des éditeurs de logiciels, des ESN, le principal défi des managers aujourd'hui, c'est trouver les compétences, maintenir les bons talents, parce que justement avec cette migration de SaaS, les compétences ont changé. On a besoin de plus de DevOps, on a des compétences de sécurité, des compétences sur le data qui sont rares sur le marché. Donc, on a des hausses des salaires et il faut faire attention. 2020, peut-être que beaucoup d'entre vous ont vu une baisse de leur turnover et peuvent se dire, finalement, on est attractif, peu d'employés nous ont quittés cette année. Il faut vraiment faire attention. 2020 était une année très particulière avec le Covid et donc, ça a été… il faut vraiment faire attention à ces talents et c'est le principal défi, selon nous, sur les prochaines années, être capable d'attirer les talents suffisants pour pouvoir afficher la croissance de l'ambition de sa croissance. Voilà. Donc, un peu pour un panorama des défis et des solutions apportées. Je repasse la main à Olivier qui va vous mettre ces chiffres marchés dans un contexte avec 2-3 cas clients, comment on peut vraiment vous amener ce contexte macro et vous aider, vous, en tant qu'éditeur logiciel, dans vos problèmes micro et quotidiens. Merci Eric, c'était passionnant. On aurait pu y passer la matinée ou même la journée. C'est pour ça qu'on met en place sur PAC 360 les ateliers, parce que vous êtes nombreux à nous demander effectivement de rentrer dans les détails de ces marchés. Un grand merci encore Eric, qu'on va laisser soulever. Une petite remarque ici sur la guerre des talents. Il y a une étude qui est parue il n'y a pas très longtemps disant qu'un recrutement, ça coûte entre 30 et 40 000 euros. Ce n'est pas simplement la phase de recrutement, c'est aussi le recrutement, mais aussi toute l'intégration et toute la formation. Voilà. Donc 30 ou 40 000 euros pour une société, c'est quand même une belle somme. Donc, moralité et conclusion, voilà. Soignez vos talents. Merci Eric. Donc là, j'ai fait une sélection de quatre éditeurs des missions qu'on a menées cette année, vraiment pour rentrer dans le vif du sujet et pour vous montrer des cas concrets. Et je ne vais pas craquer, je ne vous citerai pas le nom de ces éditeurs, voilà, même sous la torture. Le premier, c'est un éditeur français qui fait une belle croissance de 15% et qui passe par des partenaires à l'étranger, en France, en Espagne, aux Pays-Bas, en Allemagne, et qui avait besoin de renforcer sa communication auprès de ses partenaires, intégrateurs et revendeurs. Donc, il nous a confié la mission de réfléchir à quelles sont les bonnes pratiques sur le marché et d'interviewer certains de ces revendeurs, intégrateurs, pour leur demander, voilà, qu'est-ce qu'ils attendent de l'éditeur et comment ils veulent communiquer avec. Parce qu'avec un intégrateur ou un intégrateur hollandais ou allemand, on ne communique peut-être pas de la même façon. Donc, il y a des enquêtes qui ont été faites, des interviews, on a collecté les informations qu'on a fournies effectivement aux clients. Et la prochaine étape a été de fournir une feuille de route, voilà, pour donner au service marketing des contenus et des indications, par exemple,
faire un livre blanc une fois par an, faire des webinaires tous les 6 mois, voilà, pour donner toutes ces informations. L'atout qu'on a pu apporter, nous, PAC, à ce client, c'est, je vais commencer par le 2, c'est la France et l'Europe. Je disais tout à l'heure qu'on était installé dans 4 pays, 5 pays en Europe. Donc, on a effectivement pu partager ça avec nos homologues européens. Et notre capacité aussi à bien connaître l'écosystème des partenaires en France et en Europe et à bien connaître aussi la façon de communiquer auprès de ces partenaires et aussi notre indépendance, je l'ai dit tout à l'heure, et donc du coup de pouvoir appeler ces partenaires avec notre casquette PAC. Voilà. Un éditeur qui le fait, c'est pas toujours facile de rentrer dans le vif du sujet. Nous, on est neutre, on est complètement indépendant, donc on se permet quelques écarts positifs. La deuxième mission que je voulais vous parler, et on est complètement dans le sujet d'Éric tout à l'heure quand il vous parlait de SaaS, c'est un éditeur qui est aujourd'hui en legacy et qui passe progressivement, même très rapidement, qui voulait souhaiter passer en SaaS. Donc, il avait plusieurs problématiques. La première problématique, c'était ses clients, mais également ses salariés, sa direction et les actionnaires, parce que c'est vraiment un changement complètement de modèle. Donc, on a fait un questionnaire auprès de clients, on a envoyé un questionnaire auprès de clients et ensuite, on a fait une interview auprès des 15 clients qui nous paraissaient les plus emblématiques. On a compilé les résultats, on a fait un rapport de synthèse et ensuite, ce rapport est présenté à tout le comité de direction. Parce qu'il n'y a pas que les clients, il y a aussi le comité de direction. Cette société existe depuis très longtemps. Donc, c'est vraiment un changement d'habitude de la part de tout le monde. Et je vous disais aussi des salariés. Voilà, c'est vraiment un changement et des commerciaux et des développeurs. Donc, qu'est-ce qu'on a pu apporter à ce client? C'est effectivement notre bonne connaissance du marché du SaaS, pouvoir faire une analyse en toute indépendance, et également accompagner. Tout à l'heure, je vous ai montré des clients comme Inetom, comme Capgemini, et là, on accompagne vraiment les dirigeants de cette société dans toute leur stratégie. Donc, on a la capacité chez PAC, avec les consultants, avec la direction, de pouvoir aller directement discuter avec des managers, des dirigeants et même des actionnaires. Voilà, ce qui est très important parce qu'il faut aussi convaincre les actionnaires, quand il y a un changement aussi important, de passer sur le mode SaaS. Je passe à la page suivante, le troisième exemple. Voilà, là aussi, c'est un éditeur qui a pour cible aujourd'hui déjà les PME, mais qui voulait, l'objectif numéro 1, c'était de mieux connaître l'état des lieux pour ces PME. Vous voyez, on est descendu sur des petites sociétés, 20, c'est presque une TPE, de 20 à 500 salariés, pour vraiment connaître l'état des lieux. Qu'est-ce qu'une PME attend d'un logiciel en mode SaaS aujourd'hui? Donc, on a fait déjà un premier état des lieux, on a fait un ciblage, on a ciblé ces entreprises. Il y en avait 400, on a interviewé 400 sociétés dans le service plutôt que dans l'industrie. Donc, on a réalisé une enquête, on a rédigé le questionnaire, on a réalisé l'enquête et ensuite, effectivement, le rendu de cette enquête a donné des indications sur les enjeux de transformation. Qu'est-ce qu'attendaient, je me répète, ces sociétés, ces PME de 20 à 500. Ensuite, ça a permis avec le client de positionner l'offre et d'établir également un potentiel marché. Voilà. Les avantages, les bénéfices qu'on a pu apporter à ce client, c'est on fait régulièrement des enquêtes terrain. Tout à l'heure, dans les produits qu'on propose, je vous parlais des livres blancs. Et dans les livres blancs, on les fait très souvent pour écrire ces livres avec une enquête. Soit effectivement, on le fait avec nos connaissances qu'on peut avoir, que les consultants peuvent avoir, mais également, c'est toujours beaucoup mieux de faire des enquêtes auprès de centaines de responsables de PME, de grands groupes, etc., et de directeurs informatiques, de DAF, de DRH, pour vraiment bien affiner. Donc, on a l'expérience de ces enquêtes terrain et on a la connaissance aussi. Là, je ne vous citerai pas le secteur de cet éditeur, mais vraiment, on avait une très bonne connaissance de son secteur et du potentiel marché. Mais cette étude a permis aux clients d'affiner et ensuite d'avoir une feuille de route. Et le dernier exemple, je tourne la page, le dernier exemple ici. Voilà, c'est une société également française qui veut ou qui voulait s'implanter en Europe et dans des pays frontaliers. Donc, c'était le Benelux, la Suisse, l'Espagne et l'Italie. Voilà. Donc, il nous a demandé effectivement de faire une étude de marché pour trouver d'abord une étude de marché, quel était le potentiel sur ces marchés, mais également surtout de trouver les meilleurs partenaires pour l'accompagner sur ce marché. Donc, on a fait d'abord une étude des pays limitrophes, je disais tout à l'heure.
Et on a rédigé ensuite un gros rapport auprès de la direction et des actionnaires. Et on revient sur des actionnaires qui sont toujours très partie prenante. Et ensuite, on a fait un accompagnement au développement pour vraiment pousser très très loin cette étude, pas simplement dire voilà, il faut faire ça, mais de les accompagner au développement et prendre contact avec les différents partenaires, les différents ESN. Donc là aussi, ce qu'on a pu apporter, c'est toujours notre indépendance, voilà, qui nous permet d'aborder cet écosystème plus facilement, et également notre connaissance, puisqu'on est installé sur ces pays limitrophes, voilà, et d'arriver effectivement avec des locaux, avec une langue locale, c'est plus facile pour identifier les cibles et pour aller discuter les premiers échanges avec ces cibles. Voilà. Je vous ai donné 4 exemples, il pourrait y en avoir beaucoup d'autres, mais le temps compte, je n'ai même pas d'heure, je ne sais même pas où on en est dans le timing, on doit être à peu près dans le temps. Voilà, il y a beaucoup d'exemples, on pourra revenir avec vous si vous voulez sur d'autres exemples et en discuter avec vous. Est-ce qu'il y a quelques questions? Il n'y a pas de... pardon, excusez-moi. Alors, la première question, je la lis en direct, la découvre avec vous, c'est Pierre qui demande quelle est la durée moyenne d'une mission. Alors, c'est une bonne question. Je vais faire une réponse assez vague. Ça dépend de la mission. Alors, sachez que quand on fait une mission comme ça, c'est toujours sur mesure. Même si on a des chiffres dans Sitsi, même si les consultants ont vraiment une bonne connaissance de marché, on va ensuite rajouter notre pack pour que vraiment ça soit adapté à votre besoin. Il faut compter en moyenne à peu près entre 1 et 6 mois. Merci Pierre pour cette question. Il y a une deuxième question de Sophie. Alors, pourriez-vous développer la promesse, non pardon, c'est pas Sophie, c'est ça, pourriez-vous développer la promesse attendue par les consommateurs d'un mode SaaS, mode abonnement versus achat, théma ou service, ou demande puisqu'habiter les deux, aux autres attendus? Une longue question. Peut-être pour Eric. Tu ne la vois pas? Je ne la vois pas, pardon. Pourriez-vous développer la promesse attendue par les consommateurs d'un mode SaaS, mode abonnement versus achat plus TMA? Promesse attendue. La promesse attendue, alors, pour l'utilisateur final, c'est clair que le mode SaaS offre 2 avantages clés et qui sont plébiscités. Le premier, c'est la transformation de CAPEX en OPEX. C'est-à-dire, au lieu d'investir sur du logiciel et de l'amortir, je paie des licences régulièrement. Donc, c'est vraiment d'un point de vue de structure de coût dans le temps. Et la deuxième, c'est la flexibilité qu'offre le mode SaaS. Et ça, c'est la flexibilité soit en termes d'employés, on augmente des employés, augmenter les licences sont faciles, mais c'est aussi une flexibilité en termes de fonctionnalité. Il y a les mises à jour se font automatiquement, elles sont plus rapides, on n'a pas besoin d'envoyer des gens. Donc, vraiment, les 2 éléments clés, c'est d'un point de vue financier, changer les investissements en flux d'abonnement. Et le deuxième, c'est vraiment la flexibilité. Merci Eric. J'ai une troisième question, je la découvre aussi, de Sophie. Comment se déroule une mission de recherche de partenaires? Là aussi, vaste question. Elle va se dérouler en plusieurs phases. La première phase, la plus importante, ça va être de définir ensemble vos objectifs. Pourquoi un partenaire? Quel type de partenaire? Un vendeur, un intégrateur, et ensuite les critères. Quels critères vous voulez? Est-ce que c'est des critères de taille? Est-ce que c'est des critères d'existence? Est-ce que c'est des critères de langue? Des critères de localisation? Ensuite, quand on a bien défini ça, qui est là vraiment la partie la plus importante, on va faire deux listes. Une première liste qu'on appelle une longue liste, où là, on va pouvoir sortir 20, 30, 40, 50 intégrateurs possibles, liste qu'on verra ensemble, et ensuite qu'on affinera pour arriver à une shortlist qui peut faire 5, 10, 20 intégrateurs, et qu'on va travailler ensemble pour les premiers contacts, pour les premières approches. Et on peut pousser un petit peu plus loin la mission en travaillant avec vous l'approche, les contacter, et ensuite, effectivement, faire tout le plan de communication avec ces intégrateurs. Voilà, j'espère que j'ai répondu à votre question, Sophie. Le temps est passé, déjà 12h16, on a dépassé d'1 minute, même si on a pris un petit peu de retard. En tout cas, un grand merci à vous. On vous enverra tous la page suivante, ouais, c'est nos coordonnées. Voilà, question-réponse, c'est ça. Voilà. On vous enverra tous la présentation et le webinaire, le replay, pour que vous puissiez le regarder au calme. N'hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions ou vous voulez discuter. On est toujours évidemment disponible
tous, que ce soit Olivier ou moi-même. Voilà. On aime bien effectivement échanger avec nos clients et nos prospects. En tout cas, un grand merci à tous.